Maintenant, nous allons ouvrir les débats. Si vous avez des questions, nous allons suivre la même procédure. Hello, good morning. Bonjour, My name is Claudia Alves. je suis Claudia Alves. Agri-food engineer and nutritionist. Donc nutritionniste et ingénieur dans l'agro-industrie. Donc j'ai vécu en Afrique, au Gabon et à Sao Tomé, et j'ai une question à poser à M. Sawyer. Alors j'ai vraiment adoré votre exposé, car j'ai vraiment pu m'identifier avec ce qui s'est passé là-bas. En tant qu'expatrié, quand je suis arrivé au Gabon, je me suis demandé, mais où sont les produits locaux? Et je n'ai pas réussi à les trouver, où que ce soit. Tout ce que j'arrive à trouver, c'était des produits importés dans les supermarchés. Ensuite, en tant que consultant, j'ai travaillé avec le ministère des petites entreprises et nous avons vraiment essayé de former les acteurs de l'agro-industrie sur les questions liées à la sécurité alimentaire, la distribution des biens. Et l'on me demandait, mais comment emballer? Comment livrer cela au supermarché? Comment vont-ils me passer les commandes? In fine, même les Gabonais allaient au supermarché acheter des biens, des produits importés, ce qui, à mon sens, mène à plusieurs problèmes, tels que le problème de nutrition. Donc dans votre projet, vraiment en toute curiosité, comment la nutrition et les autres problèmes sont-ils pris en compte? Car il y a des conséquences. Certains travaillent dans l'agro-industrie et n'en sont pas fiers, mais bon. Et les questions de nutrition et de la santé sont importantes et je me dis que cela pourrait être vraiment une valeur clé pour les producteurs locaux. Donc la question c'est comment, si c'est possible, ça pourrait-il s'inscrire dans votre projet? Merci. Merci. D'autres questions? Oui. Good morning. I'm Sara San Giuliano. Bonjour, je suis Sara San Giuliano. Je travaille avec une entreprise de consultance dans l'agro-industrie. J'ai une question pour Madame Jennifer de l'entreprise Alaska. Comment réussissez-vous à atteindre les agriculteurs? Comment réussissez-vous à essaimer cette information? Et ce, au vu de la situation géographique des zones rurales, et ces zones rurales n'ont pas forcément accès à la technologie, aux technologies de communication. J'ai travaillé avec des ONG et nous travaillions avec des agricultrices et nous faisions le lien entre elles et les grandes surfaces, les supermarchés, et donc pour l'emballage, pour leurs denrées alimentaires. Mais c'était des projets qui étaient financés et nous donnions les moyens, les outils afin d'atteindre les zones reculées pour atteindre les zones rurales marginalisées. Alors, quels sont les moyens que vous utilisez pour les atteindre? Merci. Merci. Une question supplémentaire?
Oui. Merci. Monsieur Odile. Je représente un réseau d'organisations qui représente un réseau d'Afrique et d'Europe. Alors Jennifer, vraiment, chapeau bas pour cette innovation. C'est vraiment remarquable pour l'Afrique. Alors je me souviens une fois, j'étais à Bruxelles, je suis entré dans un magasin et j'ai vu quelque chose que j'avais reconnu. Il était écrit Mama Africa. Donc ça m'a vraiment rendu très enthousiaste. Je me suis dit, mais l'Afrique a des choses ici également en Europe. Et à ma grande surprise, je n'ai pas vu le lieu de production de ce produit, mais j'ai reconnu car je connaissais ce produit depuis l'Afrique. Donc, j'ai demandé, on m'a dit, vous voyez, ça vient d'Afrique. Et moi, évidemment, je le savais, mais je n'arrivais pas, on n'a pas réussi à me dire de quel pays ça venait. Ensuite, quand j'ai lu, je n'ai pas vu le pays d'Afrique duquel il venait. Ensuite, je me suis demandé, comment l'Afrique tire-t-elle son épingle du jeu dans ce commerce si on ne peut même pas donner l'origine d'un produit? Donc voilà, je voulais vous demander, dans ce que vous faites avec les produits Alaska, si demain vous trouvez quelque chose que vous avez produit, que vous ne pouvez pas en revendiquer la propriété, qu'en sera-t-il si ces produits sont envoyés en Europe? Alors, merci vivement à Winston. Est-ce que vous avez créé cette marque que vous avez créée? S'ils vivent aux États-Unis, au Canada, en Europe, ils l'achètent. Mais également, quel est le calendrier, quels sont les délais? Car on parle de l'avenir, d'ajout de valeur, de produits de qualité. Mais pour les jeunes, pour les agriculteurs, jeunes agriculteurs qui vont arriver sur le marché, on table sur quoi? Sur quelle période? Car à un court terme, c'est un peu compliqué. Merci infiniment de ces questions. Donc rapidement, nous allons y répondre. Veuillez être concis dans votre réponse, s'il vous plaît. Donc Akin, vous ouvrez le bal. Merci pour toutes ces questions. Alors, juste pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, vous voulez savoir les processus qui sont en place pour la nutrition et la santé pour les aliments qui sont écoulés sur le marché. C'est bien ça? Très bien, parfait. Oui, c'est ça. Et aussi, cette préoccupation sur les produits locaux et pour la qualité de ces produits locaux. Très bien, merci. Très bonne question. Il y a deux menaces pour les produits locaux qui sont produits. C'est la traçabilité. Et il y a une façon que nous avons décidé d'employer pour résoudre ce problème. C'est que ceux qui approvisionnent à notre marché, via nos soins, nous savons qui ils sont, nous savons où ils se trouvent, nous savons ce qu'ils produisent, nous savons comment ils produisent. Et nous utilisons ces systèmes, les mêmes systèmes qui ont été mis en place par l'ACP pour pouvoir assurer une traçabilité. Pour que si, à la fin, il y a un problème avec le consommateur final, nous savons où ce problème a eu lieu. Et donc, l'approvisionnement, la dissémination des produits locaux est assez aléatoire. Et ce que nous essayons de faire, justement, c'est de mettre en place une structure, car il est également question de construire une image de marque. Et s'il y a un problème, vous pouvez l'identifier et
et nous pouvons dire comment nous allons le résoudre. Alors pour ce qui est de la nutrition, là, il s'agit de comprendre qui produit quoi, où. Vraiment, il faut vraiment un cadre logique en bonne et due forme. Alors, si vous voulez avoir accès à de meilleurs marchés, alors il faut investir davantage pour partager les informations sur ce qui est fait, car il y a de meilleurs retours sur investissement. Donc là, nous respectons de meilleures normes. Information sur le produit, tout cela, c'est onéreux, et donc l'idée, c'est d'avoir accès à des marchés où l'on peut écouler les produits, mais il faut investir derrière. Et donc la deuxième menace sur les produits importés, il y a également des risques qui demeurent, car il y a des importateurs sans vergogne qui font entrer des produits dans le pays qui sont restés donc dans l'océan pendant des semaines et des semaines, qui ont été traités avec des produits chimiques pour garantir qu'ils soient qui donnent de prolonger la date de péremption une fois arrivé à destination. Donc voilà, il y a des menaces de part et d'autre. Et ce que nous avons essayé de faire, c'est de mettre en place des normes et de nous approprier ces normes sur tous les produits. Et ça, ici, nous ne disons pas qu'il ne faut pas importer, mais nous voulons vraiment juste instaurer des lignes directrices d'importation. Mais dans la même veine, nous devons également fournir des lignes directrices pour les fournisseurs locaux. Et cela inclut les contenus sur la nutrition, le temps d'exposition, voilà, tous ces éléments, car ne nous voilons pas la face. Les denrées alimentaires sont peuvent être des armes, finalement. La nourriture est une des façons les plus simples de toucher une population. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Merci. J'espère que vous pourrez poursuivre le débat au déjeuner. Oui, je suis là jusqu'à demain. Donc, Winston, pouvez-vous répondre à la question qui vous a été posée? Alors, nous avons beaucoup de chance en Jamaïque. Le lien est très fort entre les transformateurs et les agriculteurs. Nous avons des organisations vraiment bien élaborées. Nous avons un bureau sur les normes et dans notre cas, 85% de notre production est exportée vers les États-Unis, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et donc, il y a des exigences telles que la FDA et les organes équivalents. Donc, il est très peu probable que des biens non certifiés arrivent sur le marché. Mais ça prend du temps pour en arriver là. Vous savez, j'ai démarré mon entreprise il y a 40 ans en Jamaïque. Nous avons beaucoup de touristes. Le premier marché d'exportation est le marché local. Donc les gens qui visitent la Jamaïque reconnaissent votre marque pour que quand ils voient vos produits sur les étalages à l'étranger, ils les reconnaissent. Bien entendu, nous avons rencontré des problèmes de fraude, des problèmes de contrefaçon. Nous avons dû entamer des procédures en justice contre 4 à 5 pays. Donc voilà, c'est là l'un des problèmes que nous rencontrons. Et c'est onéreux de trouver les personnes qui vont gérer la marque. Mais nous avons une distribution qui est vraiment excellente et je pense que la difficulté, vous pouvez la surmonter en ayant la force sur votre marché et ceux qui reconnaissent votre marque. Thank you very much. Merci infiniment, Winston. Maintenant, je donne le flambeau à Jennifer. Thank you. I have two questions. Merci, j'ai deux questions. I'll start with the second one. Je vais
Commencer par la deuxième, sur les produits africains sur le marché international. Nos produits, sur l'emballage, nous mentionnons toujours la région. Par exemple, le riz est produit à Beira, qui est une région en Tanzanie. Nous ne disons pas forcément qu'il vient, nous ne disons pas seulement qu'il vient de Tanzanie, mais nous disons également la région. Et s'il n'y a pas de mention de l'origine, c'est certainement une contrefaçon. Et donc, nous nous enorgueillissons d'ailleurs de l'origine du produit. Alors, sur comment nous interagissons avec les agriculteurs, c'est une très grande difficulté si dans le secteur privé, vous voulez travailler directement avec les agriculteurs, car tout d'abord, ils sont vraiment répartis un peu partout. Vous avez besoin de beaucoup de ressources pour organiser ce rapport. Et donc, en Tanzanie, nous avons établi des partenariats avec les ONG qui obtiennent des financements. Nous avons également, nous, des partenariats avec des programmes qui visent à appuyer les agriculteurs, à renforcer leurs capacités et donc créer des associations d'agriculteurs. Donc, au lieu de nous allouer les ressources que nous n'avons pas, nous nouons des partenariats avec des ONG qui sont déjà présentes dans cet espace. Mais ce dont elles ont besoin, c'est le marché pour écouler ce que produisent les agriculteurs. Donc, par le truchement de ces partenariats, nous sommes à même de résoudre les besoins de ces agriculteurs. Au lieu de laisser ces ONG faire cavalier seul, nous les aidons. Nous avons la foi dans les partenariats. Pour nous, ça a vraiment fonctionné. Pour les partenaires au développement, c'est un projet pour eux. Donc, ils font en sorte d'établir le lien entre les agriculteurs et le secteur privé pour créer cette durabilité, cette viabilité. Si le programme touche à sa fin, par exemple, le secteur privé poursuit avec ce réseau d'agriculteurs. Donc, voilà un petit peu comment nous procédons. Merci, Jennifer. Alors, il y a une question qui nous vient d'un participant en ligne qui est adressé à Akin. Est-ce que les marchés éphémères promeuvent la consommation de produits locaux et ce via donc les technologies modernes? Merci pour la question. À mon sens, oui. Les marchés éphémères, en raison de la nature de ces marchés, ils sont locaux. En général, donc, ils vendent des produits locaux. Et donc, cela permet de promouvoir les innovations également. Car cela pousse à la production de produits qui ne peuvent pas être étalés pendant longtemps, et donc juste pendant la durée de vie de ce marché éphémère. Donc nous trouvons des moyens novateurs de mettre en place ces produits, d'utiliser des technologies pour mélanger les aliments, peut-être d'une façon que vous ne pourrez pas peut-être faire si vous deviez transporter ces biens à l'autre bout du monde. Donc, il y a vraiment là la possibilité de mener des expériences de manière sûre. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci infiniment, Akin. Enfin, Lotta, avez-vous des remarques à faire? Yes, I will go back to the future. Alors, je vais faire un retour vers le futur. Alors, même si vous êtes des agriculteurs en Afrique, en Suède, en Bolivie, nous sommes tous tributaires des politiques et des lois. Nous avons parlé des opportunités dans les zones urbaines, mais il y a également des risques à assumer. Vous savez, la plus grande mission d'un dirigeant politique, c'est d'être réélu.
Donc, c'est plus simple de courtiser le vote des électeurs dans les zones rurales, car c'est plus simple, donc c'est plus simple pour eux. C'est plus simple pour eux d'obtenir des votes dans les zones urbaines plutôt. Nous avons pu le constater en Suède. Pour nous, ça ne posait pas de problème au début, car les décisions prises étaient prises par les grands-mères, par les aïeux. Mais maintenant, les décisions sont prises par les personnes qui résident dans zones urbaines, et donc ils ont un manque de connaissance des réalités de l'agriculture et des besoins des personnes qui vivent dans les zones urbaines. Et donc je leur disais, si vous construisez un mur autour d'une grande ville et que rien ne peut entrer et rien ne peut sortir, de quel côté voulez-vous être? Il est très important d'avoir des organisations d'agriculteurs robustes et qui fassent partie du monde politique, justement, pour que ces réalités soient prises en compte. Merci infiniment de ces observations.